Jacques Osler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors ce soir, question, interrogation, quelle Europe pour demain? Et oui Jean-Louis, nous allons partir à la recherche d'un projet pour l'Europe. Nous avons recensé et examiné les raisons de construire l'Europe dans une première partie. Nous avons procédé ensuite à une analyse critique des institutions actuelles. Et maintenant, nous en arrivons au scénario d'évolution possible. Quelle Europe pour demain? Alors, scénario possible, souhaitable ou probable? Élection européenne oblige. Il va falloir qu'on se penche sur les thèmes qui vont faire l'objet de la prochaine campagne dans les semaines qui viennent. Alors, nous allons commencer par deux scénarios possibles, mais qui ne semblent ni probables ni souhaitables à court terme. Il s'agit du scorpion diabolique et du lièvre angélique. Tout cela ressemble, Jacques, à un titre de fable. Oui, effectivement, Jean-Louis, c'est une fable. C'est une façon de donner des agréments, en tout cas d'essayer à l'Union européenne. Alors on commence tout de suite par le scorpion diabolique. Oui, la nature du scorpion, c'est de piquer tout le monde et de finir par se piquer soi-même. C'est un scénario en quelque sorte suicidaire. Trois idées animent le scorpion. C'est le nationalisme, la sortie de l'euro et le protectionnisme. Alors je vais commencer par le souverainisme qui est une composante du nationalisme. Le souverainisme, c'est le domaine de l'abstraction périmée, de la nostalgie ou de la détresse psychologique, compréhensible face aux menaces de la mondialisation, aux menaces de déclassement ou d'exclusion par le dumping social et le dumping fiscal. On recourt alors à l'État protecteur. Mais l'interdépendance économique généralisée et sans cesse croissante a dépossédé l'État de son pouvoir et le peuple de son contrôle. Nous vivons une dépossession démocratique. Seul l'exercice en commun, au niveau européen, d'une souveraineté partagée, notamment, et je dirais personnellement, seulement en économie, nous permettra de retrouver une maîtrise de nos affaires intérieures et une influence sur nos affaires extérieures. Pour les affaires étrangères et la défense, la souveraineté nationale a encore un sens. Par exemple, nous n'aurions pas accepté d'être entraînés en Irak malgré nous. Voyons maintenant la sortie délibérée de l'euro, que préconisent certains, sortie à froid, assortie d'une érection de murailles protectionnistes. Alors, pourquoi préconiser cela? Eh bien, pour alléger la dette publique par l'inflation. En effet, on pourrait recourir à la planche à billets si la Banque de France redevenait indépendante. Pour retrouver la compétitivité sans douleur, par des dévaluations. Pour retrouver une croissance par les deux réunis, c'est-à-dire et l'inflation et la dévaluation, qui serait censée stimuler la demande intérieure et la demande extérieure. Mais, le protectionnisme et les dévaluations compétitives généreraient rétorsion et représailles contre une économie ouverte à 26%. La ouverte, c'est le rapport entre le commerce extérieur et la production intérieure de la France. Alors ceci provoquerait une nouvelle vague de chômage dans les activités exportatrices. L'amorce, rien que l'amorce, d'une telle stratégie de sortie de l'euro déclencherait des réactions d'adaptation par anticipation et des réactions catastrophiques. Ce serait la fuite des capitaux, le tarissement des financements et des investissements, la chute des exportations, la réduction drastique des importations à hauteur de ce que nous pourrions financer, la multiplication de la dette en monnaie nationale, c'est-à-dire en francs, par le taux de dévaluation. Alors je donne un exemple. Si le franc dévalue de 50% par rapport à l'euro, ça veut dire que notre dette exprimée en francs va doubler. Elle passerait de 100 à 200%, ce qui serait plus que la Grèce. Il s'ensuivrait donc un défaut sur la dette, c'est-à-dire une faillite. On ne pourrait pas rembourser tous nos créanciers. Rappelons que 2/3 de nos créanciers sont des étrangers, ce qui se traduirait par l'impossibilité de financer tout déficit et même de faire rouler la dette courte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, au-delà du financement tous les ans des nouveaux déficits, il faut rembourser une partie de l'endettement antérieur, celui qui est court, par un nouvel endettement. Et on ne trouverait pas de créanciers pour ce faire.
On connaîtrait une explosion des taux d'intérêt, voire un tarissement des financements si les créanciers prennent peur. Nous connaîtrions récession, chômage, voire troubles politiques, il suffit de se référer à l'histoire. Alors, ces thèses souverainistes, de qui sont-elles les thèmes préférés ? C'était les thèmes de Philippe Séguin autrefois. C'est toujours le thème de Chevènement aujourd'hui, qui vient de sortir un livre sur ce sujet. Ce sont les thèmes de Marine Le Pen et d'autres extrémistes. Sachons que ni incantation, ni imprécation ne nous feront recouvrer une souveraineté malmenée, et encore moins le déclenchement de l'apocalypse que je viens de citer. Mais il se pourrait que l'apocalypse se déclenche d'elle-même à chaud, par sympathie, comme disait l'artificier, si jamais nous devions connaître une explosion de l'euro. Alors Jacques, nous avons évoqué le scorpion diabolique. Évoquons, si vous le voulez bien, le lièvre angélique. Le lièvre angélique, en fait, c'est le fédéralisme. Et qu'est-ce que le fédéralisme aujourd'hui ? C'est d'aller trop loin, trop vite. Le fédéralisme, c'est le vieux rêve des États-Unis d'Europe, énoncé par Victor Hugo autrefois, entretenu par Jean Monnet au travers de son mouvement pour les États-Unis d'Europe, et repris récemment par Guy Verhofstadt, Daniel Cohn-Bendit, le groupe Spinelli et quelques autres. Il consiste à créer un État fédéral post-national, c'est-à-dire avec disparition des nations. Le dispositif de cet État, c'est d'avoir un président qui résulterait de la fusion de la présidence de la Commission et de la présidence du Conseil européen, le tout avec une élection à la Giscard, c'est-à-dire par un congrès européen composé de parlementaires nationaux, européens, pour conférer de la légitimité et du pouvoir à ce président. La Commission européenne deviendrait le gouvernement, elle serait politisée autour d'un programme et harmonisée, c'est-à-dire que tous les commissaires auraient la même couleur politique et seraient disciplinés et cohérents. Le Conseil des ministres deviendrait la deuxième chambre, celle des États. Et enfin, la compétence générale, dont les compétences régaliennes, alors je rappelle c'est l'intérieur, la défense, les affaires étrangères, seraient transférées intégralement à l'État fédéral. Alors, comment y parvenir ? Cette fois-ci, il faudrait une constitution. Après les constitutions de Spinelli en 1984, qui s'est perdue dans les placards, celle de Giscard en 2005, qui s'est cassé le nez sur 2 référendums perdus en France et en Hollande. Après Pénélope, c'est la constitution élaborée dans la clandestinité par Romano Prodi, en concurrence avec celle de Giscard, qui s'est perdue dans les sables. Le groupe Spinelli propose une nouvelle constitution. Pour ce faire, il faudrait une nouvelle convention, comme celle de Giscard, suivie d'une nouvelle CIG, c'est-à-dire une conférence intergouvernementale pour mettre au point le texte définitif, et le tout serait suivi d'un référendum le même jour dans tous les États membres, avec pour seule réponse in ou out, et si on répond non, on sort de l'Europe. Ils disent, ces fédéralistes, les nations ont fait leur temps, elles ont constitué un moment de l'histoire, elles ont constitué un moment de l'histoire. Aujourd'hui, elles sont dépassées. Elles doivent se fondre en un démos unique, c'est-à-dire un peuple européen, comme aux États-Unis d'Amérique, comme en Allemagne, ou bien encore en Suisse, où existe une certaine disparité de langue. En 2013, les parlementaires européens ont failli prononcer un serment du jeu de paume, c'est-à-dire on ne partira qu'après avoir doté notre pays, en l'occurrence l'Europe, d'une constitution. Ça a failli se produire lors d'un affrontement avec le Conseil européen à propos du budget de l'Europe et du cadre financier pluriannuel qui nous conduit jusqu'à 2020. Il faut proposer un projet fédéral lors de la campagne pour les prochaines européennes, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Mais Jean-Louis, vu les précédents, les échecs que je viens d'évoquer, et le désamour actuel de l'opinion, c'est un empressement contre-productif et suicidaire que de préconiser un État fédéral. C'est ce que je pense, en bonne compagnie, celle d'Hubert Védrine notamment. Regardons l'histoire. L'Europe, c'est une initiative d'une élite sans le peuple.
Le peuple a accepté dans un consensus permissif, dans un premier temps, cette construction. Mais il n'y a pas eu d'éducation européenne, pas de hussard noir de l'Europe, sauf Erasmus, mais réservé à une petite élite. Il nous reste à faire les Européens, mais malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Il y a un désintérêt des médias, un silence des politiques nationaux face à l'indifférence puis au désamour, voire maintenant au rejet de l'Union européenne par les citoyens européens. L'Europe doit résoudre un déficit de clarté, un déficit d'efficacité et un déficit de légitimité. Mais l'État fédéral n'est pas la solution. À tout le moins, cette solution est prématurée. Aujourd'hui, il faut faire l'Europe sans défaire la France. Il faut laisser du temps au temps, comme pour fonder les nations qui ont demandé quelques siècles. Ce sera peut-être pour les générations futures, si toutefois on en prend le chemin. Et si d'autres solutions, plus réalistes et consensuelles, comme la Fédération d'États-nations à la Jacques Delors, ne s'imposent pas d'ici là, ce que personnellement je souhaite. En effet, comme disait crûment le général de Gaulle, en parlant de l'Europe et des nations, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Merci Jacques Osler pour cette nouvelle chronique Parlons d'Europe. Un dernier mot, on peut réentendre l'ensemble de ces chroniques Parlons d'Europe sur votre site, le site du Mouvement européen Lorraine, dont l'adresse est mouvement-européen-lorraine.fr. Merci Jacques et à